Bonjour et bienvenue à tous, merci de me rejoindre. Et comme toujours, un remerciement tout particulier à chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés sur Substack, Patreon, YouTube ou qui avez soutenu mon travail d'une autre manière. J'apprécie chacun d'entre vous. La question du nucléaire iranien est de retour sous les projecteurs mondiaux. Après des années de diplomatie fragile, d'accords suspendus et de pressions fluctuantes, le mécanisme dit de snapback a été déclenché. Avec lui, un ensemble complet de sanctions de l'ONU et de l'UNU sont rétablies, visant l'économie, le commerce, la banque, les transports iraniens et tout ce qui s'y rattache. Ces sanctions sont-elles légales? C'est la première question. Eh bien, c'est douteux. Mais d'abord, passons en revue le contexte, puis discutons de ce que cela signifie pour l'Iran, pour son peuple et pour la géopolitique en général. En 2015, un accord historique a été conclu. Il s'appelait le Plan d'action global commun, ou JCPOA. L'accord impliquait l'Iran et 6 pays, la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Allemagne, communément appelé le P5+1. L'objectif était très simple, limiter le programme nucléaire pacifique de l'Iran, l'Iran a toujours été très clair sur le fait qu'il n'avait absolument aucune intention de développer des armes nucléaires. Mais comme son adversaire direct dans la région, Israël, mène la danse, l'Occident ne peut pas laisser passer un bon conflit. En échange, une fois l'accord signé en 2015, l'Occident a accepté de lever un large ensemble de sanctions qui avaient paralysé l'économie iranienne pendant des années. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 2231, approuvant l'accord et établissant un calendrier pour lever les restrictions financières et économiques imposées à l'Iran. Mais l'accord a toujours été très fragile. Et en 2018, la situation a brusquement changé. Les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, lors de son premier mandat, ont unilatéralement, c'est très important, les États-Unis se sont unilatéralement retirés de l'accord du JCPOA, malgré le respect total par l'Iran des termes de l'accord. L'Iran respectait pleinement l'accord, ce qui a d'ailleurs été confirmé par un rapport indépendant publié à l'époque par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Malgré la conformité de l'Iran et sa volonté d'aller de l'avant avec le JCPOA à l'époque, Washington a réimposé des sanctions dures et extrêmes contre l'Iran, l'excluant du système financier mondial et des marchés pétroliers. Aujourd'hui, en 2025, le coup de grâce n'a peut-être pas été porté par les États-Unis, mais par leurs alliés européens. Le 28 août, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, le fameux E3, ont déclenché le mécanisme de snapback prévu dans le JCPOA. Cette décision s'appuyait sur leur évaluation selon laquelle l'Iran était supposément en violation significative des termes de l'accord, en particulier de ses engagements nucléaires. Peu de temps avant l'activation des nouvelles sanctions snapback, les États-Unis ont présenté à l'Iran un ultimatum impossible. Les offres de Steve Witkoff auraient été faites directement à l'Iran et n'incluaient aucun allègement des sanctions, à l'exception d'un simple report du snapback. L'équipe de Trump aurait exigé que l'Iran remette tout son uranium enrichi aux États-Unis uniquement pour obtenir un report du snapback. Donc, pas une levée totale des sanctions, juste un report du snapback. Vous voyez la différence. C'était une farce et l'Iran n'est pas tombé dans le piège. D'ailleurs, après le retrait des États-Unis en 2018, l'Iran a continué de respecter l'accord pendant plus d'un an. Pourquoi a-t-il fait cela? Eh bien, parce qu'elle espérait que l'Europe prendrait ses responsabilités et offrirait à l'Iran les avantages économiques promis. Mais l'Europe a échoué. Elle ne le voulait pas. Elle n'était pas intéressée. Les mécanismes commerciaux conçus pour contourner les sanctions américaines, comme INSTEX, n'ont jamais vraiment pris d'ampleur. Et au final, l'Europe non seulement n'a pas réussi à sauver l'accord, mais elle a désormais activement participé à la réimposition des mêmes tactiques de pression que l'accord visait à éliminer.
Le mécanisme de snapback est d'ailleurs très particulier. Il permet à toute partie à l'accord de déclencher la réimposition automatique des sanctions de l'ONU si elle estime qu'une autre partie ne respecte pas ses engagements. Fait crucial, ce processus ne peut pas être bloqué par un veto du Conseil de sécurité de l'ONU. Sinon, bien sûr, la Russie et la Chine auraient probablement opposé leur veto à l'ONU. Cela signifie que même si la Russie ou la Chine s'y opposent, les sanctions entrent tout de même en vigueur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En l'absence de nouvelles résolutions du Conseil de sécurité pour bloquer la mesure, le processus de réactivation a été achevé le 17 septembre. Maintenant, une semaine plus tard, l'UKOBO a emboîté le pas. Elle a rétabli une liste étendue de mesures restrictives qui avaient été levées dans le cadre de l'accord de 2015 dont nous avons parlé. Ces sanctions visent en réalité plusieurs secteurs. Jetons un rapide coup d'œil pour que vous compreniez à quel point elles sont étendues. Dans le domaine commercial, elles interdisent l'exportation d'armes vers l'Iran, prohibent le transfert de biens à double usage, pouvant soutenir des programmes nucléaires ou de missiles balistiques, et stoppent les importations de pétrole, de gaz, de produits pétrochimiques iraniens, ainsi que les services associés. Les ventes d'équipements du secteur de l'énergie, de métaux précieux comme l'or et les diamants, ainsi que de certaines technologies navales et logicielles, sont également interdites. Dans le secteur financier, l'URMEV gèle à nouveau les avoirs de la Banque centrale d'Iran et des principales banques commerciales iraniennes. Dans le domaine des transports, les avions cargo iraniens sont interdits d'accès aux aéroports de l'UE et les entreprises européennes n'ont pas le droit d'entretenir ou de réparer les avions et navires de fret iraniens. Il existe également des sanctions individuelles, notamment des interdictions de voyager et des gels d'avoirs pour les personnes et entités liées aux activités de prolifération nucléaire de l'Iran. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est une escalade majeure, c'est le moins qu'on puisse dire, qui rétablit effectivement tout le poids du régime de sanctions internationales qui existait avant 2015. C'est illégal et comme je l'ai déjà mentionné ici sur ma chaîne ainsi que sur mon Substack, les sanctions économiques visent les groupes les plus vulnérables de la population d'un pays qui se voient refuser l'accès aux produits médicaux essentiels et aux biens de première nécessité pour subvenir à leurs besoins. Et non, si vous pensez qu'il s'agit de ce qu'on appelle des dommages collatéraux, ce n'est pas le cas. Cibler les groupes les plus vulnérables d'une population est l'objectif. Il y a une vidéo entière avec des recherches qui soutiennent ce chiffre ici sur ma chaîne. Vous êtes invité à regarder cette vidéo ensuite. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous. Alors, comment l'Iran réagit-il au retour des sanctions? Le président Massoud Pezeshkian a fait preuve de défiance. Il a déclaré qu'accepter la proposition actuelle de Washington n'aurait fait qu'inviter à davantage de pression à l'avenir. L'Iran, a-t-il affirmé, préfère endurer les sanctions plutôt que de céder à un cycle de demandes sans fin et de sanctions et de coercition effectivement brutales. Pezeshkian a également souligné la résilience de l'Iran. Il estime que le pays peut surmonter la tempête économique en resserrant ses liens avec des alliances mondiales alternatives comme les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai. Il a présenté la réponse de l'Iran comme une question de fierté nationale et d'indépendance. Mais cette situation va bien au-delà des seules sanctions ou inspections nucléaires. Cela met en lumière les fractures au sein de la communauté internationale et l'érosion de la confiance entre les parties originelles de l'accord nucléaire. Les conséquences juridiques et politiques de cette décision sont assez importantes. D'une part, la légitimité du mécanisme de réactivation des sanctions est remise en question, notamment par l'Iran, la Russie et la Chine. Bien que ce mécanisme puisse être techniquement valable selon l'ancien JCPOA, les critiques estiment qu'il sape l'esprit de la diplomatie et du multilatéralisme.
Pour la Russie et la Chine, le choix est désormais très complexe. Doivent-elles se conformer aux sanctions réimposées et risquer d'aliéner un partenaire stratégique, ou rejeter le régime de sanctions et s'exposer à d'éventuelles sanctions secondaires ou à des répercussions diplomatiques avec l'Occident? Que devrait-elle faire? Pendant ce temps, les États-Unis, aux côtés d'alliés comme Israël, pourraient désormais utiliser les sanctions réimposées, le mécanisme de snapback, comme justification pour exercer encore plus de pression sur l'Iran, voire même pour mener une action militaire contre l'infrastructure nucléaire pacifique de l'Iran. Et c'est ce qui fait que le snapback est bien plus qu'une simple technicalité juridique, selon moi. Cela pourrait marquer le début d'une nouvelle phase, plus dangereuse, dans la confrontation entre l'Iran et l'Occident. À ce stade, l'avenir du JCPOA semble pratiquement mort. Il est tout à fait clair que la confiance a complètement disparu, la diplomatie n'a pas vraiment abouti, le cadre est brisé et la probabilité d'une relance diplomatique paraît très très faible. Alors, où cela nous mène-t-il? L'Iran est désormais encore plus isolé économiquement, mais politiquement, il s'aligne sur les puissances montantes non occidentales, sur le Sud global, sur une majorité mondiale. L'Occident est revenu à une campagne de pression qui, historiquement, a échoué, et échoué lamentablement à obtenir des résultats durables. Comme toujours, ce sont les Iraniens qui subiront de plein fouet les sanctions, tandis que l'Occident revient à ce qu'il sait faire de mieux, la coercition économique et les ultimatums. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir rejoint. J'espère que vous envisagerez de soutenir mon travail. Abonnez-vous ici sur YouTube, Substack et Patreon. J'aimerais beaucoup vous retrouver sur mes plateformes alternatives de réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.